Bien, bonjour à tous, nous voilà, bonjour à tous pour ceux qui arrivent maintenant, bien évidemment, pour ceux que j'ai vu ce matin, j'espère que la pause déjeuner s'est bien déroulée, que vous passez un bon moment en notre compagnie et que cette notion de Smart City ce matin, vue par l'aspect juridique, bien, vous a permis déjà de poser des jalons, en tout cas des grands axes, et puis petit à petit, on va développer d'autres possibilités, d'autres entités. Cet après-midi, c'est les sciences humaines, vous l'avez compris. Alors on commence avec Boris Cyrulnik, que je ne présente même plus. Un ami, un homme adorable, beau, oui, un bel homme dans tous les sens du terme. Je sais que vous êtes jaloux les autres, mais je le dis. Boris est un bel homme, une belle âme, et puis nous avons maintenant un passé commun, parce que depuis quelques années, nous nous croisons, nous nous échangeons. Nous avons fait beaucoup de chemin ensemble par le biais de nos ouvrages, enfin, pas écrits ensemble, mais malgré tout dans les commentaires de livres qu'on a pu faire ensemble. Et puis, quand l'idée de la chaire Smart City est née dans mon esprit et qu'on l'a concrétisée avec Charles Palanca et toute l'équipe des Millennium qui nous soutient et qui, bien entendu, fait que l'événement d'aujourd'hui est un bel événement, vous l'avez bien compris, c'est eux qui sont là pour qu'il y ait de la recherche accessible à tous, sans condition de diplôme et sans nécessité d'avoir de l'argent pour pouvoir écouter des conférences de haut niveau. Et ça, c'est important, moi j'y tiens, c'est l'éthique de cette chaire. Et quand Boris, je lui ai parlé de la chaire Smart City Philosophie et Éthique, il a accepté immédiatement, mais alors même spontanément, d'être le parrain de cette chaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est notre invité d'honneur, bien évidemment. J'y suis très sensible, par le cœur, bien entendu, mais pas seulement, j'y suis sensible parce que Boris et moi, nous échangeons à chaque fois toujours avec beaucoup de sincérité et à chaque fois, j'apprends. Et c'est vraiment un plaisir que de fréquenter cet homme. Et pour moi, on peut dire que vous avez marqué, je vais vous voyez du coup pour le faire solennel, vous avez marqué ma démarche intellectuelle lorsqu'on avait discuté, échangé autour d'un de vos ouvrages sur la mort des enfants, qui m'avait absolument perturbé, dynamité l'esprit, au point que j'avais repensé certaines questions qui me semblaient évidentes, mais dont les réponses finalement étaient très complexes. Je vous laisse la parole, je te laisse la parole, et puis écoute, tu as maintenant ta tribune et je te souhaite une belle conférence. Merci, ravi d'être ici. De quoi voulez-vous qu'on parle? Alors, on va essayer de parler de ce qui nous intéresse, de ce qui intéresse Laurence Vanin, c'est-à-dire comment pourrait-on penser une manière de vivre ensemble, un urbanisme, même si même plus que l'urbanisme pour moi, c'est l'urbanisme, c'est le nouveau monde qu'on est en train de construire depuis quelques années, depuis une décennie ou deux. Il ne faut pas oublier que 90% de toutes les découvertes scientifiques et techniques ont été faites ces 50 dernières années. C'est-à-dire que ça fait plusieurs millions d'années que monsieur et madame Sapiens sont sur Terre. Monsieur Sapiens a une tombe à Nice et madame Sapiens a une tombe à Menton. Donc déjà, les couples étaient en difficulté, mais M. Sapiens mesure presque M. Cro-Magnon mesure presque 2 mètres, et Mme Sapiens mesure 1,88 m. Ce qui pose déjà un premier problème, on va en parler tout à l'heure si vous voulez. Alors l'idée pour enchaîner la question que Laurence nous a posée. Comment va-t-on faire pour vivre ensemble dans les villes, puisque quand je suis arrivé au monde avant la Deuxième Guerre mondiale, avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait 3 mégapoles. Aujourd'hui, il y en a presque 20. Et quand j'ai travaillé à Mexico, c'était 28 millions d'habitants, pas de métro, donc c'était une contrainte à vivre ensemble de manière organisée par les structures organisées par la ville. Alors, on va essayer de parler de résilience, puisque ce mot maintenant est entré dans toutes les cultures. En France, le gouvernement vient d'attribuer une somme très importante pour diviser la France en régions avec un référent de résilience pour chaque région. Donc on a eu les premières réunions à Paris. À Nice, c'est le professeur Florence Askenazi qui va s'en occuper. Mais chaque région est découpée de façon à ce qu'il y ait en place, puisqu'on sait que inévitablement il va y avoir
il va y avoir, je suis désolé, c'est mon téléphone, il ne sonne que quand je parle. Quand je ne parle pas, il ne dit pas un mot. Donc, cette manière de vivre ensemble, il va y avoir des catastrophes naturelles, il va y avoir des catastrophes, des attentats, et de toute façon, il va y avoir des traumatismes chroniques, parce qu'on parle toujours des traumatismes spectaculaires, parce que c'est le plus facile à voir et à comprendre, mais il y a des conditions de vie adverses qui provoquent autant de dégâts cérébraux, psychologiques, affectifs et sociaux qu'un traumatisme aigu. Mais comme il est plus difficile à voir, on en parle moins, mais je vais essayer d'en parler un petit peu quand même. Donc la définition de la résilience, on est à peu près d'accord là-dessus maintenant, du moins dans les milieux qui réfléchissent à ce problème, c'est la reprise d'un nouveau développement après un fracas traumatique. Il ne peut pas y avoir de définition plus bébête, plus logique que cette définition. Il m'arrive un trauma, qu'est-ce que je fais? J'arrête mon développement, c'est la définition du trauma. Dans le trauma, tout est figé, ou je cherche à me remettre à vivre, et dans ce cas, il faut que je cherche les ressources qui sont en moi, les ressources qui sont autour de moi, dans ma famille, dans mon quartier, dans ma culture, pour essayer de reprendre non pas mon développement, puisque j'ai été traumatisé, j'ai été blessé, donc il y a une trace dans mon cerveau, dans mon corps, trace neurologique, en neuroimagerie maintenant on sait photographier, on sait mesurer en neuroimagerie la trace du trauma aigu ou chronique. Et puis on cherche aussi à analyser autour de soi quelles sont les conditions affectives et verbales, culturelles, qui nous permettent peut-être de reprendre non pas son développement, mais un autre type de développement, parfois bon, parfois moins bon, et si on ne reprend pas de développement, c'est qu'il n'y a pas de résilience. Donc il ne peut pas y avoir de définition plus bébête, plus logique que ça. Ce qui est difficile en revanche, c'est de découvrir les facteurs de résilience. Alors là, il faut s'associer et faire une équipe pluridisciplinaire de sciences diverses. Il faut des sciences dures, la physique, on en a parlé tout à l'heure, l'urbanisme qui est une science humaine, l'agriculture. Je disais à Laurence que maintenant, quand je suis arrivé au monde, il y avait des paysans. À Paris, il y avait encore des charrettes. Et les livraisons se faisaient avec des chevaux et des charrettes. J'ai habité dans la banlieue parisienne au moment du bac, dans les années 50. Il y avait des fermes et les paysans n'avaient jamais été à Paris, qui était à 14 km. Donc cette manière de vivre, c'était totalement être humain en 1950 à Paris, c'est pas du tout la même chose que être humain en 2020 à Paris, à Nice, n'importe où ailleurs. Donc le concept de résilience se développe beaucoup. Maintenant, politiquement, le gouvernement vient d'attribuer un budget important. Et partout dans le monde où je vais, même dans les pays pauvres, il y a des groupes de recherche qui s'associent pour réfléchir à la résilience. Et je rentre de la planète Mars, où j'étais la semaine dernière. Il y avait un groupe de recherche sur la résilience martienne. Donc ça veut dire qu'il y a un universel de comportement qui est facile à définir, mais qui est difficile à observer et à manipuler expérimentalement. Donc je propose le plan que je propose. Au cours de notre développement, nous, êtres vivants et êtres humains, au cours de notre développement, on acquiert des facteurs qui peuvent plus ou moins nous vulnérabiliser. Certains parmi nous ont des conditions développementales qui les vulnérabilisent peu et qui parfois même au contraire leur permettent d'acquérir, je souligne acquérir, des facteurs de protection. D'autres parmi nous ont des conditions adverses,
des tragédies dans la famille où eux-mêmes ils ont été malades, il y a eu une mort, il y a eu un accident de voiture. Les grandes causes d'acquisition de facteurs de vulnérabilité aujourd'hui, c'est l'isolement sensoriel, l'isolement affectif, qui se développe beaucoup en Occident, beaucoup moins dans les pays pauvres, beaucoup moins dans les pays asiatiques et beaucoup en Occident, surtout aux États-Unis. Isolement affectif qui vulnérabilise, c'est sûrement le facteur qui vulnérabilise le plus, puisque maintenant, en neuroimagerie, on photographie comment le cerveau d'un enfant dont la mère a été traumatisée, ou qui lui-même a été traumatisé, son cerveau a une dysfonction et même une modification de son anatomie. Un enfant isolé sensoriellement au cours des premières semaines de sa vie a une atrophie des deux lobes préfrontaux. Ces deux lobes-là sont stimulés par le milieu extérieur, toucher, parler, gronder, sourire, toiletter, etc. S'il n'y a pas ces tuteurs affectifs manquent, parce que la mère est morte, parce qu'il y a la violence conjugale, parce qu'il y a la précarité sociale, qui sont des grands facteurs de vulnérabilisation du développement d'un enfant, hein, je le redis, isolement affectif, violence conjugale, précarité sociale. C'est les trois principaux facteurs d'acquisition de facteurs de vulnérabilité chez un enfant. Et ces facteurs de vulnérabilité, on les photographie, puisque on voit en résonance magnétique, comme au scanner de ville d'ailleurs, on voit sans difficulté l'atrophie des deux lobes bifrontaux. Or, quand un enfant n'a pas été stimulé par son milieu, les deux lobes préfrontaux ne fonctionnent pas, ils sont atrophiques, ce qui veut dire c'est le socle neurologique qui permet l'anticipation. Ça veut donc dire que ces enfants-là ne peuvent rien prévoir, rien anticiper, ni l'avenir, ce qui est logique, facile à comprendre. Ils ne peuvent pas se rêver, quand je serai grand, je serai docteur, je serai pompier, ils ne peuvent pas faire ces rêves-là, et ils ne peuvent pas non plus anticiper leur passé, parce que la mémoire, ce n'est pas le retour du passé. La mémoire, c'est la représentation du passé, c'est-à-dire qu'il y a un aspect intentionnel dans la mémoire. Je vais chercher dans mon passé les images, les mots, les situations, les scénarios qui me permettent d'en faire un récit, une représentation théâtrale de moi que je vais adresser à quelqu'un. Je suis toujours dans l'anticipation, même quand je raconte mon histoire passée. Je suis toujours dans l'anticipation. Alors ça, c'est moins évident, c'est pourtant facile à comprendre. Si je raconte ma vie à Laurence Vanin, je vais me raconter tous mes succès de sport, d'université, d'écriture. Si je raconte ma vie à mon inspecteur des impôts, vous ne pouvez pas savoir les difficultés que j'ai, vous ne pouvez pas savoir à quel moment. Donc, je ne vais pas mentir. Dans les deux cas, je ne vais pas trop mentir. Je ne vais pas trop mentir. Et pourtant, je vais faire des récits totalement différents parce que ma relation sera différente, donc mon intention sera différente. Donc ces facteurs de vulnérabilité s'acquièrent très tôt, fin de grossesse, et avec les théories de l'épigenèse, on sait maintenant que quand la mère enceinte est traumatisée par le mari, par son histoire, par la guerre, par la précarité sociale, quand je dis bien la mère est traumatisée, ce qui blesse l'enfant, c'est pas la mère, comme ça a été dit pendant des décennies. Ce qui blesse l'enfant, c'est la souffrance de la mère. Ça peut être son histoire, son mari, sa société. Je le souligne. Hein. Or, maintenant, il y avait une réunion à Marseille il y a 2-3 jours sur l'épigenèse, qui sont les publications les plus bouleversantes actuellement, et qui photographie, qui dose. Il y avait Nicole Philippe qui nous a montré des documents où on dose comment les chromosomes de l'enfant porté par la femme enceinte, les chromosomes ne sont pas modifiés, c'est l'expression des chromosomes qui est modifiée. C'est-à-dire que quand la mère est traumatisée, quelle que soit la cause, elle sécrète des substances du stress
qui passe dans le liquide amniotique et qui modifie les brins d'ADN de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant est modifié par la souffrance de sa mère dans l'utérus. Et quand il arrive au monde, il porte déjà le poids du malheur maternel qui elle-même porte le poids du malheur social, du malheur conjugal, du malheur de son histoire, etc. Donc dans ce raisonnement que je suis en train de vous proposer, il est impossible de faire des réflexions avec causalité linéaire. J'ai trouvé la cause de son déficit scolaire, il est débile, son cerveau marche mal. C'est un raisonnement qui a été tenu pendant très longtemps, qui est encore tenu et qui aujourd'hui est un non-sens. C'est-à-dire que s'il a un retard scolaire, c'est parce que quelque chose dans son développement ou dans le développement de sa mère fait que quelque chose a été difficile. Les substances du stress ont modifié la manière dont l'ADN, l'alphabet génétique, il n'est pas modifié. C'est son expression qui est modifiée. Or, là, dans ce raisonnement, on a un degré de liberté, puisqu'on peut agir, ayant compris ça, on peut agir sur le milieu qui agit sur nos enfants. Donc, il y a un degré philosophique, il y a un degré politique, il y a un degré de décision, on peut agir sur le milieu qui agit sur nous. Donc, si on a un degré de liberté, on a un degré de responsabilité. Donc, vous étiez sans angoisse avant mon exposé. À partir de maintenant, on va tous devenir très anxieux, puisqu'on a un degré de responsabilité. Alors, le développement de l'enfant se fait dans une niche sensorielle structurée par l'entente affective des parents et par les structures culturelles. Lévi-Strauss, à la fin de sa vie, avait fait un bilan des familles. Quand j'entends dire c'est la famille traditionnelle, Lévi-Strauss n'aurait pas pu accepter une locution pareille, puisqu'à la fin de sa vie, il avait recensé plus de 5000 formes de familles différentes sur le monde aujourd'hui, et la structure de ces familles est déterminée par la culture. Mais l'enfant, lui, avant d'accéder à la parole, avant d'accéder à la culture, il se développe d'abord biologiquement, c'est-à-dire quand le spermatozoïde de Laios est rentré dans l'ovule de Jocaste, c'était un déterminant génétique. Ça ne pouvait donner qu'un être humain. Ça ne pouvait pas donner un hippopotame ou une hirondelle de mer. Ça ne pouvait donner qu'un être humain. Mais cet être humain commençait sa structuration selon le ventre de sa mère, stressé ou paisible, les bras de sa mère, sécurisant ou insécurisant, si elle est elle-même malheureuse, je le redis, quelle que soit la cause de son malheur, ça peut être, c'est souvent culturel. Par exemple, je travaille souvent dans les pays en guerre ou dans les pays en difficulté. Quand les femmes enceintes sont stressées, ça transmet quelque chose au bébé qui arrive au monde avec des altérations cognitives, alors que son génétique est sain, son cerveau est sain. L'altération cognitive vient d'un déficit social qui a stressé la mère. Je reprends le raisonnement parce que ce n'est pas un raisonnement habituel. Nous, on a été formés par Descartes, c'est-à-dire qu'il faut qu'on analyse et qu'on réintègre les données analytiques. Or, dans le raisonnement que je propose, ce n'est pas du tout une cause provoque un effet. C'est un système qui fonctionne ensemble, c'est une convergence de causes qui peut renforcer le bébé au cours de son développement ou qui peut le vulnérabiliser, lui apprendre des facteurs de vulnérabilité. Ces facteurs de vulnérabilité peuvent être biologiques, affectifs, psychologiques, sociaux et ou culturels. Alors c'est une construction incessante qui fait que finalement on peut agir souvent à différents stades de la construction. Mais les principales publications, je vais arrêter avec la biologie encore un peu, mais les principales publications actuelles
Alors il y a Caspi, un généticien, qui me dit que dans tout groupement de mammifères, et nous on est des mammifères, hein, on a été des mammifères marins pendant 9 mois, on a tous respiré, on a tous été dans un liquide amniotique pendant 9 mois, on a tous respiré avec des branchies. Le vestige des branchies, c'est l'oreille interne, où il y a de l'eau, et ensuite on est devenu aérien. C'est-à-dire qu'on a tous eu un développement particulier par rapport au corps des femmes. Une petite fille vers l'âge de 8-10 ans se dit « quand je serai grande, je serai une maman », donc elle a un enfant dans la tête. Alors, ensuite, quand elle est jeune femme, elle fait ce qu'il faut pour en avoir un dans le ventre pendant 9 mois. Ensuite, elle a un bébé dans les bras pendant 1 an ou 2, et puis ensuite, elle l'a sur le dos pendant tout le reste de la vie. C'est-à-dire que le développement des enfants par rapport au corps a une ontogenèse par rapport au corps des femmes, qui sont les référents affectifs qu'on voit souvent dans les divorces, qu'on peut comprendre, puisque les femmes ont une priorité affective, puisque c'est elles qui portent les enfants, c'est donc elles qui marquent les premières empreintes, mais que beaucoup d'hommes prennent actuellement de manière très douloureuse, parce qu'ils s'attachent aux enfants, et en cas de divorce, ils sont souvent privés d'un lien qu'ils avaient commencé à tisser, et ça, c'est une vulnérabilité des hommes acquise dans notre nouvelle manière de vivre ensemble, parce que quand, dans les années d'après-guerre, les hommes ne tissaient pas de lien, les pères ne tissaient pas de lien affectif dans leur famille. Je n'ai pas connu l'époque des 15 heures par jour, mais j'étais médecin au centre médico-social des chantiers navals de la Seine. J'ai vu des ouvriers travailler 10 heures par jour, et ils voyaient la lumière du jour 2 mois par an. Je les ai vus rentrer du travail hébétés de fatigue. Ils n'avaient aucun lien affectif dans leur propre foyer. Ils donnaient tout ce qu'ils gagnaient à leurs femmes. Ils étaient héroïsés. Or, l'héroïsation, c'est une manière de sacrifier. Donc, ils étaient héroïsés par les femmes, par les mères, par la société. Ils n'avaient aucun lien affectif. Or, aujourd'hui, les hommes participent moins que les femmes, mais plus qu'avant, au tissage du lien affectif. C'est donc une nouvelle manière de s'aimer et de socialiser, de se socialiser nous-mêmes et de socialiser nos propres enfants. Alors, cette construction, elle est constante et ça donne des résultats parfois surprenants qui fait que quand on arrive au stade de la verbalité, on fait des récits, on trouve des explications qui sont plus des rationalisations, c'est-à-dire la définition de la rationalisation, on donne une forme verbale à un sentiment dont on ne connaît pas l'origine. On ne sait pas, on dit personne ne m'aime, on éprouve un sentiment, personne ne m'aime, mais on ne sait pas d'où ça vient. Et pourtant, on donne une formulation verbale à un sentiment éprouvé dans notre corps et dont on ignore complètement l'origine. Alors pour illustrer cette idée, j'ai plein d'exemples, mais je vais en choisir un, des jumeaux monozygotes. Ils sont nés en 68, et il y a un garçon, une fille, portés par la même mère au même moment, mis au monde par la même mère à peu près au même moment, ayant un foyer analogue pour le garçon et pour la fille. On les revoit 30 ans après, et on bavarde avec eux. Est-ce que monsieur, madame, est-ce que vous voulez bien nous raconter votre enfance? Dans les théories d'attachement, on pose souvent cette question. Et le garçon nous dit, on a eu une enfance merveilleuse. Nos parents nous laissaient une liberté totale. Ils partaient le soir, ils discutaient entre eux, ils refaisaient le monde jusqu'à 5 heures du matin. Et nous, on était tout seuls, on pouvait dormir n'importe où chez des copains. Ils nous faisaient confiance. On n'allait pas à l'école, ils ne nous obligeaient pas à aller à l'école. On a eu une enfance merveilleuse. La fille, née de la même mère au même moment, dans le même foyer, dans le même contexte culturel, la fille dit « On a eu une enfance affreuse,
Nos parents nous ont abandonnés, ils ne pensaient qu'à leur plaisir, ils ne pensaient qu'à discuter entre eux jusqu'à 5 heures du matin, ils ne se souciaient jamais de nous, ils nous ont abandonnés. Même situation, même parents, même contexte culturel, interprétation totalement opposée, différente, opposée, selon le développement du garçon et le développement de la fille, qui fait qu'ils attribuaient à la même situation des significations, des sentiments totalement différents. Parce qu'ils s'étaient construits de manière totalement différente. Donc ce que je suis en train de proposer comme idée, c'est que cette niche sensorielle des premiers mois, on peut intentionnellement, politiquement, en tenir compte et faire des circonstances organisées, des circonstances éducatives très différentes. Par exemple, le pays d'Europe du Nord ont fait leur réforme des premiers mois de la vie d'un enfant en fonction des théories de l'attachement que je suis en train de résumer honteusement. Et ils ont fait des réformes. Sécuriser un enfant par la mère, bien sûr, et le père, et les métiers de la petite enfance. Sécuriser les enfants de manière préverbale. Et puis ensuite, retarder les enfants. Ne plus faire le sprint scolaire qu'on fait en France et surtout dans les pays asiatiques. Bilan des réformes politiques de Finlande, Norvège, Suède, où j'ai travaillé, Finlande, Helsinki, où j'ai travaillé. Bilan, 10 ans après, diminution des suicides d'adolescents, 40%, diminution de l'illettrisme, 1% d'illettrés dans les pays d'Europe du Nord, 12 à 15% en France, presque disparition des psychopathies dans les pays d'Europe du Nord, énorme développement des psychopathies en Occident, faramineuse développement des psychopathies dans les pays en guerre au Proche-Orient. C'est-à-dire que là, on voit que ce que l'individu est structuré par la niche sensorielle, d'abord le ventre des femmes, puis la niche sensorielle des premiers mois, structuré dont les déterminants de cette structure sont des organisations sociales, culturelles et politiques. J'ai travaillé au Japon. Au Japon, l'école est tellement surinvestie qu'il y a un sprint scolaire, les enfants sont cravachés de 7-8 heures du matin jusqu'à 11 heures du soir. Une minorité d'enfants fait des performances effectivement absolument stupéfiantes, intellectuelles stupéfiantes, à un prix humain exorbitant. Troubles suicides, troubles du développement, angoisse. Ils font pareil pour le sport d'ailleurs. Ils prennent 1000 enfants en Chine, quand ils ont préparé les Jeux Olympiques, ils ont pris 1000 enfants, les ont jetés dans l'eau des piscines. Quelques enfants ont appris à nager, ont aimé ça, ils ont été hyper entraînés, ils ont eu des médailles d'or aux Jeux Olympiques. La majorité des enfants a bu la tasse, déteste l'eau, déteste la natation et déteste la piscine. Alors que dans les pays d'Europe du Nord, on sécurise les enfants, on retarde leur développement, ce qui est une manière de les sécuriser. Disparition étonnante, excellents résultats scolaires. À l'âge de 15 ans, ils sont médailles d'or aux évaluations PISA, c'est-à-dire les évaluations scolaires organisées par l'UNESCO. Si on avait fait l'évaluation à 10 ans, ils auraient été en retard. Faisant l'évaluation à 15 ans, ils ont rattrapé leur retard. Et ils sont aussi bons que les pays asiatiques, mais le prix humain est très léger, très agréable développement dans les pays d'Europe du Nord, très difficile, douloureux développement dans les pays asiatiques où la cravache organise les systèmes scolaires. Donc là, je suis en train de dire que ce que manifeste un enfant dépend des facteurs de vulnérabilité ou des facteurs de protection acquis très précocement pendant la grossesse, pendant les... On voit que cette construction-là, l'individu est la conséquence
de l'organisation de l'environnement. J'ai bien dit. Jusqu'à maintenant, on pensait qu'il y avait des individus de bonne qualité qui se développaient bien et d'autres individus de mauvaise qualité qui se développaient moins bien. C'est un raisonnement raciste, c'est le raisonnement employé par les nazis. Il y a des gens parmi nous qui ont un cerveau de meilleure qualité que d'autres. Ce cerveau de bonne qualité, on peut les repérer parce que les porteurs de ces bons cerveaux, ce sont les hommes de race supérieure, c'est-à-dire les blonds aux yeux bleus. Ce que je conteste fortement, parce que moi, je sais que les hommes de race supérieure, ce sont les chauves. Il y a sûrement des publications scientifiques pour démontrer ça. S'il n'y en a pas, je vais vous en faire. Donc ça veut dire que c'est une cascade, c'est pas une cause qui provoque un effet, c'est une probabilité. Et dans les théories de la résilience, on s'entraîne à raisonner en termes de probabilité. Facteur de protection, acquis au cours du développement précoce, ou facteur de vulnérabilité, acquis aussi au cours du développement précoce, facteurs familiaux, facteurs sociaux, et c'est la convergence de tous ces facteurs qui fait que, ou bien on va se développer bien, avec des épreuves, personne n'échappe aux épreuves de la vie. Si un malheur nous arrive, si on a acquis des facteurs de protection, on va souffrir, mais on va affronter le malheur et on va déclencher un processus de résilience facile, alors que si on a acquis des facteurs de vulnérabilité, le même impact va nous faire exploser, traumatiser, et on aura une probabilité de résilience beaucoup élevée. Alors il y a d'autres facteurs, mais on va passer maintenant à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire que c'est l'environnement surtout qui sculpte nos cerveaux. Et là, vous avez bien entendu, c'est pas, par exemple, on a la douleur, personne n'échappe à la douleur physique, personne. Tous les mammifères ont à peu près les mêmes voies de la douleur, hein, c'est-à-dire on pince, on brûle, on coupe, il y a un neurone postérieur qui va faire, un premier neurone très long, très rapide, qui va faire un relais dans la moelle épinière, qui va faire un deuxième relais dans une grappe de raisin qui est à la base du cerveau, et qui va envoyer une information à la partie antérieure du cortex. On suit électriquement le cheminement de cette information douloureuse qu'on sait mesurer et repérer et mesurer. Et on voit que ça arrive à la partie antérieure de l'aire singulaire antérieure. Mais si on a été bien développé, bien sécurisé, si on a acquis des facteurs de protection dans sa famille, dans son quartier, dans son école, un jour il nous arrive, on se pince, on a une sciatique, une douleur, la même voie de la douleur va transporter le message douloureux, mais si on a été bien sécurisé, le circuit cérébral va se faire vers une zone antérieure du cerveau, on aura mal, mais ça sera supportable. Si on a été insécurisé au cours de notre développement, on reçoit un malheur, on se coupe, on se casse la jambe, ou on a une fracture psychique, les voies de la douleur sont les mêmes, on va souffrir, mais le circuitage cérébral des informations va orienter les informations douloureuses vers une autre zone cérébrale qu'on s'est repérée en neuroimagerie, la partie postérieure de l'aire singulaire antérieure, et on va souffrir 10 fois plus. C'est la même voie de la douleur, c'est la même information de la douleur, la même transmission du message, mais celui qui a été sécurisé va souffrir et va déclencher un processus de résilience facile. Celle qui a été insécurisé au cours de son développement va souffrir et va aggraver les voies de la douleur.
Donc là encore, on n'est vraiment pas dans les relations linéaires de cause à effet. Et c'est vrai aussi pour toutes nos réactions. Alors, quand on souffre, je vais terminer maintenant ce chapitre-là, quand on souffre psychologiquement, on a des réactions de défense. Là, je vais faire quelques minutes dans le domaine de la psychanalyse. On a quelques réactions de défense, quelques-unes négatives. Si on souffre, on agresse. Donc ça isole, ça aggrave tout, puisque si on agresse parce qu'on est malheureux, eh bien on est encore plus isolé, donc on est encore plus malheureux. Hein, je reprends le raisonnement systémique de tout à l'heure. On peut très bien s'isoler, même raisonnement. On souffre, beaucoup de gens, beaucoup de déprimés, par exemple. La dépression, on a tous nos moments. Hein. La dépression, certains parmi nous s'isolent, donc ça aggrave la souffrance. Ou bien on est agressif, ou bien on trouve un bouc émissaire. Alors ça peut être l'hypocondrie. C'est parce que j'ai la rate qui se dilate, j'ai les genoux qui sont mous, donc ça peut être... ou alors ce qui arrive souvent, c'est que si je me sens mal, c'est de votre faute. C'est évident. Parce que moi je suis merveilleux, je me sens mal. Donc c'est forcément de votre faute. Alors là, ça crée des troubles relationnels qui aggravent la souffrance et empêchent de déclencher un processus de résilience. Il y a des mécanismes momentanément acceptables, le déni, après toutes les périodes de guerre, après toutes les périodes d'effondrement économique, il y a une période de déni. Allez, c'est fini tout ça, on parle d'autre chose. Eh bien non, c'est pas fini tout ça. Même si on n'en parle pas, ça continue à agir, à s'inscrire dans la mémoire, et si on n'en parle pas, on ne peut pas maîtriser l'émotion. Alors ça, beaucoup de gens me disent, je ne comprends pas cette phrase. Pourtant, elle est bête, elle est facile à comprendre. Je suis seul, j'ai été agressé, mais je ne peux pas en parler parce que vous aimez la personne qui m'a agressé. Donc je me tais. Et hop, je rumine. Pourquoi est-ce qu'il m'a agressé? Pourquoi est-ce qu'il ne me défend pas? Pourquoi est-ce que je me suis mal défendu? Pourquoi? Et le fait de ruminer aggrave la mémoire de la douleur. Je ne pense qu'à ça, je me rends prisonnier du passé en ne pensant qu'à ce qui m'est arrivé dans le passé, que je rends présent tout le temps en ruminant, en y pensant sans cesse. S'il m'arrive le même phénomène, je suis agressé, mais je peux trouver quelqu'un qui me dit, écoute, je vais t'aider, et on va chercher à comprendre ce qui s'est passé pour chercher à découvrir comment tu peux t'en sortir. J'emploie les mots de tous les jours qui sont finalement les mots de la résilience. Dès l'instant où je vous raconte le malheur, l'humiliation, le désespoir qui m'est arrivé, j'ajoute une autre source verbale de ma mémoire. J'ajoute dans ma mémoire une source verbale. Quand j'ai été agressé, j'ai eu une source d'image, de coups, de souffrance, et quand j'en parle, j'ajoute la source verbale de ce que je vous ai raconté. Donc déjà, je modifie la représentation de ce qui m'est arrivé. Le coup, je l'ai reçu, la fracture de jambe, je l'ai eue, mais le fait de pouvoir en parler ne modifie pas la fracture, ne modifie pas le coup, mais modifie la représentation que je me fais de ce qui m'est arrivé. J'ai donc deux sources de mémoire dont je peux modifier la mémoire de ma souffrance. Et puis il y a un dernier chapitre, ça c'est le déni, qu'on peut respecter pendant un certain moment. Quand on a une jambe cassée, si on fait marcher les gens trop tôt, on aggrave la fracture de jambe, on leur met un plâtre en attendant que ça consolide, mais on ne peut pas passer sa vie avec un plâtre. Il y a bien un moment où il faudra l'enlever, donc il faudra lever le déni, mais momentanément c'est peut-être acceptable. Et puis il y a un troisième chapitre qui alors lui caractérise la résilience. Il faut que je fasse quelque chose de ma blessure. Il faut que je fasse quelque chose de ce qui m'est arrivé. Un engagement politique, un engagement dans une association, une écriture. Il faut que je fasse quelque chose de ce qui m'est arrivé. Et à ce moment-là, je modifie, je transforme ma souffrance passée
je la transforme en bénéfice. Je comprends, j'aide, j'ai des relations gratifiantes pour l'autre et pour moi. J'ai repris un développement résilient. Alors là, il y a plein d'exemples qui montrent que les gens qui sont... Alors là, il y a une certitude, c'est que les gens seuls aggravent la souffrance et que le plus sûr moyen de ne pas déclencher un processus de résilience, c'est d'isoler les blessés, de les laisser seuls. Là, on est sûr que ça va s'aggraver. Mais il y a d'autres procédés, il y a des moyens de reprendre le développement. C'est la parole, c'est la présence affective sécurisante. Après, par exemple, après les attentats ou après les inondations de Vaison-la-Romaine, beaucoup de gens ne pouvaient pas parler. Beaucoup parlaient tout de suite, mais beaucoup ne pouvaient pas parler. Eh bien, c'était la tasse de café, c'était la couverture, c'était indispensable. Et ensuite, quand ton cerveau va se calmer, quand l'angoisse sera moindre, on pourra chercher à comprendre, à donner sens au malheur qui t'est arrivé. Et quand j'ai dit tout à l'heure, quand votre cerveau va se calmer, c'est pas une vue de l'esprit, puisqu'en neuroimagerie, on photographie aujourd'hui qu'un cerveau traumatisé ne traite plus les informations. Les deux lobes préfrontaux sont gris, vert, bleu, alors qu'un cerveau qui fonctionne bien consomme beaucoup d'énergie et on voit des nappes rouges, jaunes, oranges qui se déplacent au fur et à mesure de nos efforts de main ou intellectuels ou nos efforts de parole. On voit que le cerveau est vivant et qu'il traite les informations, alors qu'un cerveau traumatisé, TBT, KO, knockout, ne traite plus les informations. Et que quand le sujet est sécurisé, petit à petit, le cerveau se remet à fonctionner. Et là, on peut effectuer le travail de la parole ou le travail de la culture. Alors maintenant, je vais rentrer dans le dernier chapitre de mon exposé. Ce raisonnement systémique, le sujet est sculpté par son milieu, par ses milieux, j'aurais dû dire. Le ventre de sa mère, les bras de sa mère, la famille, le quartier, la culture. C'est un raisonnement systémique. Alors, comme si vous voulez, c'est un raisonnement comme un oignon. C'était la parabole de Freud. L'homme est un oignon, il y a le cœur de l'oignon, et puis il y a différentes couches autour de cet oignon qui sculptent l'oignon. Voilà, l'homme est un oignon. Alors, maintenant, l'oignon dans lequel on se développait quand j'étais gamin, avant la guerre, ou même après la guerre, on va dire, pour faire un schéma, on va dire jusqu'aux années 60, on naissait dans un village, on mourait dans le lit où on était né, il y avait très peu de maternité, on accouchait à domicile, on avait une église, il y avait très peu de religion, les protestants n'ont été intégrés qu'à la fin du XIXe siècle, les juifs ont été intégrés après la Seconde Guerre mondiale, paradoxalement, même si la Révolution française leur a donné les droits de citoyens dès la Constituante, 1792-13, quelque chose comme ça. Mais l'affaire Dreyfus montre que la véritable intégration s'est faite après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est des phénomènes socio-culturels très récents. Il y avait une religion, il y avait une église, il y avait un village, et on passait sa vie dans un territoire en apprenant une langue avec une technologie. C'était la faux de papa, c'était la moissonneuse-batteuse qu'il fallait louer pour que le village se cotisait pour louer la moissonneuse. Ce que j'ai connu, le village se cotisait pour louer la moissonneuse-batteuse. Il fallait travailler très très vite parce que les anciens regardaient le ciel de façon à ce qu'il ne pleuve pas sur la moisson. Parce que s'il pleuvait le jour de la moisson, le blé était pourri, il n'y avait pas de pain pour tout l'hiver. Donc, c'était les vieux qui disaient « maintenant on peut y aller », c'était les météos de l'époque, et alors là il fallait faire vite, tout le village se coordonnait, les hommes fauchaient, d'autres ramassaient le foin, roulaient les meules, les femmes faisaient des gerbes, les enfants ramassaient les brins, et ça c'était l'origine
des grandes vacances scolaires. C'est-à-dire que l'école était organisée autour de la moisson et des heures d'ouvriers. Les ouvriers étaient payés à l'heure. Et c'était les femmes qui allaient chercher le lendemain auprès du contremaître, elles allaient chercher l'argent qu'avaient gagné leur mari la veille. Et les contremaîtres ne donnaient l'argent qu'aux femmes, parce que sinon les hommes buvaient l'argent qu'ils avaient gagné, pour une raison qui n'est pas totalement de leur faute, c'est que le travail était une souffrance physique, tout le temps, souffrance physique. Les hommes qui travaillaient dans la mine 15 heures par jour, à Toulon, il y a la mine de bauxite, pas loin de Toulon, j'ai eu des patients mineurs qui mouraient de silicose à 45 ans, avec le dos balafré des morceaux qui leur étaient tombés sur le dos, qui les avaient balafrés, donc ils ne pouvaient pas soigner leur dos, donc il y avait des remèdes de bonnes femmes, et c'était les femmes qui lavaient leur mari, parce que sinon le dos s'infectait. J'ai connu ça. Donc maintenant, si une femme lave son mari, c'est votre affaire, c'est un autre déterminant. Là maintenant, c'est plus un déterminant culturel. Donc ça veut dire que en 2 générations, la manière de vivre ensemble n'est plus du tout la même. Aujourd'hui, quand un jeune arrive au monde, la ville est structurée comme un corps. C'est-à-dire qu'il y a des zones de décision, il y a des quartiers où on décide, des quartiers où on fait la fête, des quartiers de défectologie, il y a des quartiers où on souffre, et que l'anatomie de la ville est organisée par l'économie et par la culture. Je rentre du Brésil, les quartiers de Rio étaient très dangereux, comme New York, il n'y a pas longtemps. Dès l'instant où une décision politique a fait rentrer la culture dans ces quartiers dangereux, culture, galeries, musique, restaurants, la délinquance a disparu en 10 ans. Parce que le public a complètement été changé. Que ce soit New York ou Rio de Janeiro, en 10 ans, ce problème a été réglé, non pas par la violence, mais par la culture. Les délinquants ont dû partir ailleurs. Donc ça déplace le problème, ça ne règle pas le problème, mais ça veut dire que la ville est structurée comme une anatomie. Et puis on voit maintenant il y a une vingtaine de mégapoles où quand j'ai travaillé à Mexico, on se levait à 5 heures, on partait en voiture à 6 heures, notre premier rendez-vous était à 9 heures. On s'était tapé tous les matins 3 heures d'embouteillage. Donc c'est un temps perdu, c'est de l'intoxication, c'est de l'intoxication de l'air à Santiago du Chili. Pour ceux qui y ont été, quand on descend dans la ville, on entre dans une brume cacadois. On est au soleil, puisqu'il y a la cordillère des Andes qui est derrière, on est au soleil, le bleu du ciel, et on rentre dans la ville, il y a une brume cacadois, et on met les phares. Donc on voit comment l'urbanisation, notre manière de vivre ensemble, crée des quartiers de pollution. Et puis on voit aussi un phénomène qui touche la France, et probablement Nice, c'est qu'il y a des quartiers historiques, il y a des quartiers où se groupent les gens extrêmement pauvres, et il y a des quartiers où les gens ne sont pas forcément très pauvres, ils sont pauvres mais pas très pauvres, mais ils sont déculturés. Or, c'est des quartiers anomiques, c'est-à-dire il n'y a plus de structure culturelle ni naturelle. Et dans ces quartiers anomiques, ce sont les processus de socialisation archaïque qui réapparaissent très rapidement, la loi du plus fort. Et ça, on le voit par exemple, pour les camps de migrants, la pire des solutions, c'est de faire un camp. Dès l'instant où on fait un camp, on est sûr que 2-3 jours après, des bandes, généralement d'adolescents, des garçons adolescents, vont faire régner la terreur par leur violence. Et que tout le monde va se soumettre, et c'est eux qui vont imposer leur loi, qui est une loi de brutalité. Et ça se fait en 2-3 jours, comme je l'ai vu au Kosovo, comme
Je n'ai pas vu Calais, mais enfin mes amis m'ont raconté qu'à Calais, ça avait été comme ça. En tout cas, je l'ai vu au Kosovo. Dès que la culture disparaît, les rituels d'interaction disparaissent, la violence réapparaît presque aussitôt, la loi du plus fort. Donc ça veut dire que dans ces quartiers déculturés, dans ces quartiers anomiques, il y a une solution politique, c'est d'introduire de la culture. Donc il y a une décision politique pour les femmes enceintes, c'est ce qu'ont fait les pays d'Europe du Nord, foutre la paix aux femmes enceintes, faire un congé parental, pas seulement maternel, faire un congé parental très long, de façon à ce que la mère, bien sûr, et le père participent aux interactions précoces, et les résultats sont aujourd'hui évalués et chiffrés. Donc j'ai vu le rapport norvégien. Le rapport norvégien disait c'est mettre un peu d'argent dans les métiers pour la petite enfance, c'est une bonne affaire. Alors bien sûr, c'est un peu cynique, mais effectivement, j'étais invité en Algérie, je vais y retourner bientôt, où beaucoup de gens pensent qu'un enfant qui est né hors famille, c'est blasphématoire de s'en occuper. Or, j'étais avec des psychiatres et des psychologues algériens qui étaient tout à fait de notre avis. J'étais avec Claire Brisset quand elle était défenseur des enfants, et on disait, mais si vous ne vous occupez pas de ces enfants maintenant, vous allez vous en occuper à l'adolescence. Quand ils seront délinquants, ça vous coûtera beaucoup plus d'argent et il y aura de la violence. Et ma surprise, ça a été de voir que mes médecins, les psychologues, les éducateurs algériens et français, on était totalement du même avis, mais la surprise est venue des juristes qui nous ont dit non, ces enfants sont nés hors la loi, il ne faut pas s'en occuper. Alors on leur disait, bon, ben, dans ce cas-là, vous vous en occuperez à l'adolescence. Donc on voit qu'il y a tout ça, c'est intriqué. Alors pour comprendre, il faut analyser. Sinon, on est confus, on ne peut pas tout comprendre d'un seul coup. Là, Descartes nous a rendu service. Pour comprendre, il faut analyser. Mais quand on a analysé, il ne faut pas établir de rapport de cause à effet. C'est pas parce qu'on a compris un savoir fragmenté que l'être humain qui est avec nous n'est pas fragmenté. Donc, il faut associer les savoirs fragmentés pour se faire une représentation. Et on peut modifier tout ça, soit en agissant sur la culture. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la résilience géographique. Et on les a invités, on travaille beaucoup avec eux. Il y a Jean-François d'Ombremez, et puis, j'ai oublié son nom, et puis des gens qui nous apprennent Mazurek, et puis des gens qui nous apprennent beaucoup de choses, notamment sur les plantes de l'Himalaya. La Chine, à un moment, avait fait passer la frontière. Et quand la frontière a été estompée, un groupe social vivait dans les vallées tropicales. Il y a de l'eau partout, des fruits partout, il n'y a pas de danger. Les animaux vaquent, les enfants dorment n'importe où, mangent et boivent n'importe où. Puis, la mousson arrive, il faut monter sur les pentes de l'Himalaya. Là, il faut une structure sociale, parce que sinon, il faut isoler les animaux, les nourrir, les mettre en étable, sinon on ne peut pas les traire, on ne peut pas s'en servir. Puis une partie du groupe continue à monter, et là, ça devient, l'écologie devient très difficile, très rude. S'il y a le moindre manquement à la règle sociale, un animal tombe, un enfant tombe, un adulte tombe, c'est la tragédie. Et là, on voit que le même groupe a des règles sociales très dures au sommet de l'Himalaya, beaucoup plus souples à mi-hauteur et totalement décontractées dans les vallées tropicales. Et puis l'année d'après, il recommence et on voit le même processus se refaire. C'est le même groupe qui s'adapte par des règles socio-culturelles totalement différentes selon la structure écologique. Or, notre écologie, actuellement, elle est bouleversée par notre technologie. Alors, elle aurait, paraît-il, à Montsartou, on nous explique que de toute façon, il y a des changements climatiques, puisqu'il y a déjà eu 5 extinctions des êtres vivants, animaux, flore, faune et humains. Donc probablement, on est en train de préparer la 6e extinction.
Après une extinction, la faune et la flore réapparaissent. C'est pas la même. On peut affirmer ça avec l'étude des fossiles. On voit que ce n'est pas les mêmes plantes, ce n'est pas les mêmes animaux. C'est une autre forme de vie, c'est la définition de la résilience, sauf que cette fois-ci, on aggrave un processus naturel en augmentant la pollution de l'air. Et on voit qu'il y a des phénomènes sociaux qui sont la conséquence de tout ça. Par exemple, les jacqueries au Moyen-Âge ont existé au moment des famines, quand le blé était pourri, quand les prélèvements d'impôts étaient trop forts, ils ne retournaient pas au peuple, puisque Georges Duby, on avait la chance qu'il vienne travailler avec nous, puisqu'il était professeur à Aix, et il venait travailler de temps en temps avec nous, et Georges Duby nous dit les aristocrates ont raquetté le peuple pendant 1000 ans. Donc, il y avait parfois, la raquette était un peu trop forte, les peuples mouraient de faim, ne pouvaient pas manger, il y avait des jacqueries. Or, ce qui se passe actuellement, peut-être, c'est une jacquerie, c'est-à-dire qu'il y a dans notre population des gens de quartier, un groupe social qui a du mal à finir son mois et qui fait sa jacquerie. Et une fois qu'il y a une jacquerie, la crainte que j'ai, c'est que quand il y a une jacquerie, quand la société est désorganisée, on attend le sauveur providentiel, et c'est comme ça que un très grand nombre de dictateurs sont démocratiquement élus. Alors je dis ça juste uniquement pour avoir le plaisir de me discuter avec vous si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est une hypothèse, peut-être, des phénomènes qui sont en train de se passer aujourd'hui. Alors, le climat est fou, la société est folle, et je vais terminer en parlant des sols. Parce que je crois que quand j'étais gamin, il y avait des paysans, j'étais garçon de ferme quand j'étais enfant, il y avait des paysans, et ça solidarisait les gens entre eux pour la moisson, pour la fête, pour l'église. Il y avait une solidarité culturelle, tout le monde n'en profitait pas, il y avait une hiérarchie. L'Église assurait l'éducation, les soins. Quand un État se développe, on a moins besoin d'Église. Plus l'État se développe, plus l'Église se dilue. Donc la séparation de l'Église et de l'État de 1905, l'Église l'a payé très cher, à condition que l'État prenne la place. Mais ce qu'on voit actuellement, c'est que les sols sont de moins en moins résilients. C'est-à-dire qu'on a employé tellement de produits chimiques et tellement de monoculture qu'on empêche la résilience des sols. Donc là, il y a un problème de nourriture à venir, sauf que peut-être les techniciens des génomes des plantes vont peut-être, probablement, ils ont déjà trouvé des maïs augmentés, comme il y a des animaux augmentés, comme il y a des hommes augmentés, et bientôt on va brouter des maïs et des laitues augmentés, puisque d'ailleurs le processus a déjà commencé. Et puis on voit apparaître de nouvelles maladies. J'ai noté la rouille jaune, le blé pourri. En Lorraine, j'ai vu l'autre jour des champs de tournesol. En Lorraine, alors que quand j'étais gamin, le tournesol, c'était uniquement dans le sud-ouest. Donc maintenant, il y a du tournesol en Lorraine. Oui, pendant toute ma carrière de médecin, on s'en est pas servi, et maintenant, on voit réapparaître à Toulon des maladies tropicales, la leishmaniose qui est revenue à Toulon. On peut penser qu'à Nice et à Toulon, il y aura le palu, comme il y en avait, le paludisme va revenir. Donc on voit que c'est ça, et puis surtout il va y avoir la sécheresse qui va provoquer des mouvements de migration. Inévitablement. Ça a déjà commencé, ça a toujours existé, ça a toujours été difficile. Actuellement, il y a des mouvements de migration dont la France n'est pas en première, pour lesquels la France n'est pas en première ligne, hein, c'est l'Italie, l'Allemagne et d'autres, le Liban. Au Liban, c'est un tout petit pays où il y a 2 millions d'immigrés. La Turquie, enfin des gens. Or ça va poser des problèmes humains et politiques énormes.
Parce qu'au Liban, les Syriens sont mis dans des camps. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ce que j'ai vu, c'est que les allées de ces camps, c'est des belles toiles, maisons de toiles blanches, avec des larges avenues. Pourquoi des larges avenues? Parce que quand les avenues, quand on met les gens dans des camps, on est sûr qu'il va y avoir des phénomènes violents, politiques, et qu'il faut que les chars et la police puissent charger en ligne droite, comme le baron Haussmann à l'époque napoléonienne. Donc c'est prévu, et les camps sont très larges, sauf que sur les 2,5 millions ou les 2 millions de Syriens qui sont actuellement réfugiés au Liban, en quelques années, il y a déjà eu 200 000 bébés qui sont nés. Donc ça peut pas ne pas faire un problème politique. Ça peut pas. Les Libanais, qui sont actuellement, c'est un pays que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'amis, j'y vais souvent, ils s'attendent à une déflagration politique qui peut arriver à cause d'un problème anodin. Une fois que le pays est vulnérabilisé, n'importe quel incident peut modifier, provoquer la déflagration. Donc, alors ce que j'ai vu à Sissier, je vais terminer là-dessus, ce que j'ai vu au Cap Sissier, près de Toulon, il y a eu un incendie, ce que je vais dire est affreux, il y a eu un incendie magnifique. La montagne est rouge, le ciel était noir, j'étais en bateau, il y avait de la cendre sur la mer, et le bateau avançait dans un silence étonnant, parce que les oiseaux ne disaient plus un mot. Donc c'était silencieux, c'était étonnant de naviguer dans ces conditions-là, c'était très impressionnant. L'incendie s'est arrêté, c'était affreux, j'avais une patiente qui avait un moment de mélancolie, et elle me disait, les arbres, regardez, les arbres sont méchants. Parce qu'il n'y avait que des griffes d'arbres, comme dans Blanche-Neige. Il n'y avait que des griffes d'arbres noirs, des doigts crochus. Les arbres étaient méchants. Et puis, 2 ans, 3 ans après, on a vu réapparaître les chênes qui ne pouvaient pas pousser quand il y avait des pins. Sous les chênes, on a vu apparaître les fleurs, les cystes, qui ne pouvaient pas pousser quand les pins alcoolisaient le sol. Et puis, comme il y avait des cystes et de l'air, on a vu réapparaître le petit gibier. Et comme le petit gibier a réapparu, on a vu réapparaître les aigles. La faune et la flore sont réapparues, belles, vivantes, mais pas comme avant, définition de la résilience. Or, cette reprise, ce sol résilient, cette montagne résiliente, eh bien, c'est pas toujours possible, parce que quand le sol est abîmé, eh bien, le sol n'est pas résilient. Quand il y a de la monoculture, quand il y a des substances qui empêchent de pousser, ben, il n'y a pas de résilience possible. Et puis, surtout maintenant, le métier d'agriculteur, le mot, il faudra changer de mot, parce que le mot agriculteur ne désigne pas du tout la même chose que quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, il y avait des paysans. J'ai connu la paille dans les sabots, parce qu'il n'y avait pas de chaussures, et c'était les sabots en bois, donc les paysans mettaient de la paille, ça faisait gonfler la paille, ça leur permettait de ne pas avoir d'ampoule, mais ensuite les sabots étaient très difficiles à enlever, et il y avait des enfants, c'était souvent des enfants d'assistance publique, qui étaient chargés d'enlever les sabots, parce que les paysans avaient du mal à enlever les sabots tout seuls. Donc bien sûr c'est impensable, aujourd'hui ça n'existe plus, et maintenant les jeunes agriculteurs ont fait un bac S, ont fait des écoles de biologie, ont fait des études de gestion, des études de droit ou des études de gestion. Ils apprennent à faire marcher des machines stupéfiantes. Il y a des fémobiles avec des GPS qui traitent tout du sol, la potasse qu'il faut mettre, l'azote, le potassium, toutes les substances qu'il faut mettre pour que le sol soit fertile. C'est le GPS qui le traite. Ces paysans sont des entrepreneurs d'un courage stupéfiant, des savants. Il y a même des doctorats maintenant qui sont faits, des doctorats d'agriculture qui sont passés maintenant, mais ils sont seuls avec leurs machines
Ils travaillent 80 heures, parfois plus, par semaine, pour un bénéfice de 800 à 1500 euros par mois. Et ils sont seuls, donc il y a un nombre de suicides de plus en plus élevé, parce que ce qui permet de lutter contre le suicide, c'est la relation humaine, et que la solitude est le plus sûr moyen d'encourager les passages à l'acte. Donc le mot agriculteur ne désigne plus du tout la même chose que quand j'étais enfant, et ces gens-là sont responsables de ce qu'on va manger, sauf qu'on voit apparaître maintenant des multinationales du maïs, des multinationales du blé, et qu'on voit beaucoup en Chine. Ils exportent beaucoup, mais ils achètent beaucoup. Ils achètent, comme je l'ai vu au Rwanda, au Congo, ils achètent des terres africaines et ils les font. Ils sont en train de faire une sorte de grande surface mondiale où c'est eux qui gouvernent l'agriculture africaine, probablement pour défendre leurs propres intérêts en priorité, ce qui paraît logique. Donc surtout la nouvelle manière, je vais enfin terminer là-dessus. Et la nouvelle manière d'être homme ou d'être femme n'est plus du tout la même. Parce que quand j'étais gamin, on faisait du social avec son corps. Le sexe n'avait pour fonction que de mettre au monde des enfants, c'est-à-dire faire du sacré, mettre au monde un enfant, une âme pour adorer Dieu, ou du social, mettre au monde des enfants, des garçons de préférence, pour aller à la tranchée, dans les tranchées faire la guerre, ou dans les mines, travailler 15 heures par jour. Or, ce que je viens de dire, par bonheur, probablement, n'a plus aucun sens. Quand j'étais enfant, pendant la Seconde Guerre mondiale, puis pendant la guerre d'Algérie, la violence était une valeur adaptative. Comme je le vois dans les pays du Proche-Orient aujourd'hui, quand un petit garçon n'est pas violent, il est méprisé par sa propre mère, par ses sœurs. C'est pas un homme, il est méprisé. Dans notre culture, par bonheur, la violence n'est que destruction. Parce qu'on ne fait plus du social avec son corps, on fait du social avec ses diplômes, et probablement ça participe au phénomène actuel qui se vit dans notre France. Ça participe, c'est que le mot arrogance, le mot humiliation revient tout le temps chez ces gens qui effectivement sont dans des conditions sociales difficiles, mais pour eux, Macron représente l'insolence de celui qui réussit. Il est beau, il est intelligent, il a travaillé dans les banques, il a tout ce qui les a humiliés, tout ce qui les a écrasés. Et ils emploient tout le temps le mot humiliation, arrogance. Parce qu'ils se sentent, mais j'entends le même mot aux États-Unis. Aux États-Unis, on entend le même phénomène, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont well educated, les bien élevés, qui ont fait les grandes écoles, hors de prix, et les autres qui sont les non-éduqués. Et les non-éduqués redécouvrent les facteurs de violence organisés, la bande ou la secte. Donc voilà, je pense qu'avant mon exposé, vous aviez des idées claires et que vous étiez optimiste. J'espère maintenant que vos idées sont confuses. Merci de m'avoir écouté. Parce que vous avez laissé trop longtemps assis. Est-ce qu'il y a des questions? On va faire court parce qu'il faut qu'on enchaîne, on a le timing à respecter. Donc 2 questions. Allez, Frédéric Ovadia. Moi j'ai une question. Dressez-vous. Non, il faudra parler fort. Alors, est-ce que pour vous, l'intelligence artificielle, dans son facteur émergent, pourrait systématiquement faire acte de résilience ou pas? Est-ce que l'intelligence artificielle vous n'auriez pas une autre question? Alors effectivement, on va on entre dans l'ère de l'intelligence artificielle qui, comme
tous nos progrès techniques modifient la manière dont on se pense. Même les progrès techniques les plus simples ont modifié la représentation de la condition humaine. Je pense par l'étrier. Les Mongols découvrent l'étrier, ils arrivent jusqu'à Vienne parce qu'ils tiennent mieux à cheval, parce qu'ils ont une culture de la guerre. Les garçons ne sont entraînés que pour la guerre, et les filles font toutes les choses secondaires, c'est-à-dire la maison, la survie, les enfants, la société et tout, et les garçons ne font que les choses principales, c'est-à-dire la guerre. Alors, il y a eu beaucoup de cultures, les Scythes, il y a eu beaucoup de cultures qui ont fonctionné comme ça. Les Mongols découvrent l'étrier, ils tiennent sur leurs chevaux, ils écrasent les teutons qui tenaient mal à cheval parce qu'eux, ils étaient en train de se balancer. On découvre ce qu'on a appelé la pilule, le blocage hormonal de l'ovulation. On le découvre en 1929, deux endocrinologues. Sur le plan biologique, c'est rien. Le blocage hormonal de l'ovulation, c'est une manipulation biologique élémentaire. Il a fallu 40 ans de débats philosophiques, sociaux, pour que la pilule soit autorisée en France par la loi Neuwirth. Dès l'instant où les femmes deviennent suffisamment maîtresses de la fécondité, en tout cas beaucoup plus qu'avant, elles sentent, et surtout maintenant jusqu'à la découverte de Semmelweis, l'espérance de vie des femmes était de 36 ans. L'âge moyen de la mort des femmes, 36 ans. Semmelweis découvre aujourd'hui au Congo, j'ai travaillé avec l'UNICEF au Congo, aujourd'hui au Congo, l'espérance de vie des femmes est de 40 ans. Dès l'instant où Semmelweis découvre la prophylaxie de l'accouchement, l'espérance de vie des femmes augmente. Dès l'instant où la pilule est découverte puis autorisée légalement, les femmes se pensent de manière totalement différente. Elles se pensent en tant que personnes participant à l'aventure sociale et culturelle. Et comme aujourd'hui, elles ont une espérance de vie de 100 ans, la signification de la grossesse change complètement. Avant, il fallait que les femmes mettent au monde le plus d'enfants possible, des garçons de préférence pour la guerre et pour le travail. Aujourd'hui, les femmes veulent mettre au monde 1,7, 1,8 enfants. Je ne sais pas comment elles font pour faire 1,8 enfants. Ça, c'est... Donc, elles disent, je vais vivre, une petite fille, une jeune femme dit, je vais vivre 100 ans. Si je mets 1,8 enfants au monde, j'aurai 3 ans de maternité. Qu'est-ce que je vais faire des 97 ans qui me restent à tirer? Eh bien, je vais faire des études, je vais apprendre un métier, je vais participer à l'aventure humaine. Une découverte biologique élémentaire a métamorphosé la condition des femmes, donc la condition des hommes, donc les images identificatoires des enfants. Donc nos enfants ne seront plus les mêmes que nous, puisqu'ils n'auront plus le même projet d'existence, la même identification. Pour tenter enfin de répondre à l'intelligence artificielle, je pense qu'il va y avoir des progrès faramineux provoqués par l'intelligence artificielle pour ceux qui vont apprendre à manipuler les machines, c'est-à-dire les enfants. Comme pour la langue maternelle s'apprend à toute allure, sans école, et bien ils vont apprendre à manipuler les machines à toute allure. Mais, il n'y a pas un seul progrès sans effet secondaire. Pas un seul. On découvre les médicaments, on découvre les vaccins qui suppriment la polio, qui suppriment la variole, qui suppriment des tas de maladies. On voit apparaître les effets secondaires des médicaments. Il n'y a pas un seul progrès. Quel va être l'effet secondaire de l'intelligence artificielle? Probablement l'isolement, puisqu'on va peut-être tout l'isolement et le façonnement d'un autre cerveau. Parce qu'on sait maintenant que les enfants élevés avec les écrans n'ont pas le même cerveau que leurs parents. Ils ont une zone pariétale frontale ascendante hypertrophiée, et surtout ils ont une zone occipitale hypertrophiée. Ils ne voient pas le même monde que leurs parents. Donc ils n'ont pas les mêmes émotions. L'émotionnalité, nous on régule nos émotions par la parole. Je ne suis pas sûr que ces enfants, quand ils voient trop, quand ils fréquentent trop les écrans,
surtout dans les petites années, ils ont tous un retard de langage parfois très important, puisque même il y a des publications qui disent que lorsqu'un enfant est laissé seul face aux écrans, il est autiste-like. C'est-à-dire qu'il a un tel retard de langage que, dans certains cas, on croit qu'ils sont autistes. Ils ne sont pas autistes, mais ayant été, à cause des écrans, ayant été privés d'altérité, ils n'ont pas appris à parler, ils ont un énorme retard de langage. Comme je le proposais au début de mon exposé, si on prend conscience de ça, si on développe la culture, les enfants vont bénéficier des écrans, de l'intelligence artificielle, et ils vont par ailleurs apprendre à faire du théâtre, apprendre à parler à l'école, à condition que notre culture valorise les activités culturelles, ce qui est. Et les gouvernements ne semblent pas avoir compris à quel point les activités culturelles vont permettre d'éviter les effets secondaires des machines, de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que si on veut garder le bénéfice de l'intelligence artificielle, merci les machines, et on ne peut pas renoncer à ça, donc ça va se développer, mais il faut qu'on lutte contre les effets secondaires en développant la culture. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je suis très content de ma réponse. Je crois que vu le timing, il faut qu'on enchaîne si ça ne vous ennuie pas, parce qu'après il y a encore, j'ai mon intervention, et après moi il y a encore une intervention, une table ronde. Je pense qu'il faut qu'on respecte le timing. Merci beaucoup.